Je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on est, comme souvent au Proche-Orient, dans une contradiction très forte. Il y a à la fois des blocages majeurs, le gouvernement israélien, qui non seulement ne bouge pas d'un pouce sur la question palestinienne, mais qui en plus cherche, on le voit, une fuite en avant, que ce soit à Gaza, ou pire, dans une opération dont il menace l'Iran. Et un président américain qui est en campagne électorale, et qui donc, je pense, ne se risquera pas au moindre mouvement qui risquerait, selon lui, de lui faire perdre du terrain dans sa bataille contre le futur candidat républicain. Donc blocage. Blocage accepté, clairement, par l'Union européenne, qui est toujours dans sa schizophrénie. Madame Ashton vient nous parler des enfants de Gaza, ce qui n'était peut-être pas d'une habileté extrême au moment où un fou, faut-il dire fou, on le saura bientôt, revendiquer le sort des enfants de Gaza pour justifier des crimes atroces commis contre 3 militaires d'origine arabe, un professeur juif et 3 enfants également juifs dans une école. Mais la même Madame Ashton et la Commission européenne ne savent plus comment s'y prendre pour rehausser, comme ils disent, upgrading les liens entre l'Union européenne et Israël. Donc on est dans une période de blocage. Mais en même temps, et c'est important pour le mouvement de solidarité de bien le noter, parce que ce sont des points d'appui, on est dans une période d'avancée. Avancée de la candidature palestinienne à l'ONU. C'est vrai que le Conseil de sécurité ne s'est pas prononcé, mais le Comité des affaires sociales, humanitaires et culturelles de l'Assemblée générale a voté en faveur de l'admission par 166 voix contre 5. Si on enlève Israël, qui bien sûr a voté contre, il reste un carré. Un carré qui est composé des États-Unis et du Canada, qui ne sont pas des pays sans importance, mais aussi de la Micronésie et des îles Marshall. Pour moi qui suis ce conflit depuis plusieurs décennies, je n'ai jamais vu un isolement pareil du gouvernement, il est vrai, caricatural, qui est celui d'Israël aujourd'hui. Deuxième avancée, et elle est liée bien sûr, le mouvement révolutionnaire qui secoue tout le monde arabe, là où il a gagné et là où il est encore l'objet d'une répression farouche, comme en Syrie, où on en parle beaucoup moins à Bahreïn. C'est clair que ce qu'on appelle les révolutions arabes, c'est en train de changer la donne régionale, mais aussi la donne internationale. Et puis, pour moi, c'est au moins aussi important, il y a une accentuation de la réprobation internationale des opinions à l'égard de la politique du gouvernement Netanyahou. Quand on prend les sondages qui ont été faits non pas dans tel ou tel pays, mais à l'échelle mondiale, par la BBC, c'est un sondage annuel, on est aujourd'hui avec une image d'Israël qui se retrouve dans le peloton de queue des pays les plus mal jugés, avec l'Iran et la Corée du Nord. Donc tout ça, ce sont des éléments très importants pour le mouvement de solidarité. Notre problème, pour aller vite, c'est comment faire pour que ces rapports de force nouveaux, y compris dans les opinions, se traduisent politiquement. C'est-à-dire, on a des sondages, par exemple en France, qui nous disent 70% des Français sont pour un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël sur la base des résolutions de l'ONU. Mais comment ça se concrétise, en particulier lors de la campagne électorale, celle de la présidentielle, mais ensuite celle des législatives, comment ça s'exprime? Ça, c'est notre boulot, faire que ça s'exprime. Je crois que le niveau de ce débat n'est pas à comparer avec la bataille en cours. La bataille en cours, c'est les Palestiniens qui en ont décidé, c'est leur affaire. On ne va pas, nous, en France, leur expliquer comment ils doivent mener leur bataille. On peut avoir une opinion, c'est notre droit.
Mais enfin, le temps est passé où les intellectuels français, les intellectuels de gauche, comme on disait, expliquaient au monde entier comment faire la révolution. Et le temps est d'autant plus passé qu'on a expliqué au monde entier comment la faire, mais on n'a pas fait chez nous. Donc on est mal placé pour donner des leçons arrogantes à la terre entière. Donc notre boulot, quoi que soit notre opinion sur tel ou tel aspect de la bataille des Palestiniens, encore une fois on a le droit de l'avoir, c'est d'appuyer la lutte qu'a engagé l'ensemble du mouvement palestinien, parce que, en l'occurrence, le Hamas, le djihad islamique, le FPLP, le FDLP, Mustapha Barghouti et j'en passe, et des meilleurs, tout le monde est d'accord sur l'objectif de faire reconnaître l'État de Palestine. Après, on discute quel État, comment, etc. Donc nous, notre travail, à mon avis, c'est de nous battre aux côtés des Palestiniens pour cet objectif dont nous savons, d'une part, qu'il rendra partiellement justice aux Palestiniens, mais aussi qu'il permettra au peuple israélien de trouver sa place pour un avenir de paix qui passe évidemment par une solution conforme au droit international. Le débat un État, deux États est un débat tout à fait légitime. Il existe parmi les Palestiniens, il existe dans le mouvement de solidarité. Nous venons, chez Sinbad Actes Sud, d'y consacrer tout un livre, qui n'est pas un livre de polémique, qui est un livre avec 9 experts qui, de leur point de vue, les uns sont pour un État, les autres sont pour 2 États, peu importe, ils éclairent, comme sociologues, comme économistes, comme historiens, comme juristes, etc., les données du problème. Donc c'est un débat ouvert, et c'est un débat qui n'est pas un débat théorique. Parce que si la bataille pour la reconnaissance de l'État de Palestine n'aboutit pas, ou si elle aboutit, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité vote, mais que les dirigeants israéliens n'en tiennent aucun compte, dans les 2 cas, les Palestiniens, tout à fait naturellement, seront amenés à tirer les leçons de toute la bataille qu'ils ont menée depuis 1974, lorsque pour la première fois, ils ont évoqué l'idée de construire un État sur toute partie libérée de la Palestine, donc aux côtés d'Israël. Ce qui est devenu ensuite la stratégie des 2 États, comme on dit, avec en 1988 la reconnaissance de l'État d'Israël en même temps que la proclamation de l'État de Palestine et la renonciation, c'est ainsi qu'il l'avait appelé, au terrorisme. Donc le bilan, il faudra bien qu'il le tire. Et une fois ce bilan tiré, alors la question vient effectivement un État ou 2 États. Je ne peux pas résumer en 2 minutes un livre qui fait 300 pages. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'arguments en faveur de l'idée d'État binational. D'abord, c'est un très bel idéal. Après ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, après ce qui, hélas, s'est passé aussi en Afrique centrale, les génocides, après la décomposition de l'Union soviétique dans des conditions tragiques, l'idée d'être en faveur d'un État ethnique ou ethnico-religieux, excusez-moi, mais ça ne tient pas la route. Nous sommes tous au-delà de nos sensibilités, en faveur d'États citoyens, où tout le monde est à égalité citoyen d'un État indépendamment de ses origines, de sa religion, de ses opinions. Donc l'idée d'État ethnico-religieux, non merci. Deuxièmement, cette idée-là, binationale, elle a des racines. Je le disais, jusqu'en 1974, l'OLP était pour une Palestine laïque et démocratique, où les juifs, les arabes, les juifs, les chrétiens et les musulmans coexistent. Mais du côté juif aussi, on a la mémoire courte, mais depuis le début du XXe siècle jusqu'en 1947, une forte proportion de la communauté juive de Palestine était en faveur de ce qu'ils appelaient à l'époque une fédération judéo-arabe. En 1944, dernières élections internes à la communauté juive de Palestine, les forces binationalistes représentent, tenez-vous bien, 40% de l'électorat. Aussi bien élections politiques qu'élections syndicales. Donc on n'est pas dans une rêverie d'intellectuels, c'est pas seulement Martin Buber ou Judas Magnès ou Arafat qui rêvaient de ça. Troisièmement, l'imbrication est telle, aujourd'hui sur le terrain, 1 500 000 Palestiniens en Israël, 550 000 colons en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, le mur, les routes de contournement. On sent bien que faire passer des frontières là-dedans entre 2 États, c'est pas évident.
C'est sûr, c'est les frontières 67, mais après, il faut les faire passer. À beaucoup d'égards, l'idée d'un État binational, ça simplifie un certain nombre de problèmes. Donc, à certains égards, et c'est un troisième argument, on peut penser que l'État binational résout un certain nombre de problèmes. Il n'y a qu'une frontière, la frontière extérieure, une capitale commune à tous ceux qui y vivent. Le problème du droit au retour peut être considéré comme plus facile à résoudre dans ce cadre. Voilà pour les arguments forts, les atouts. Mais il y a aussi des faiblesses. La première, évidente, la majorité, l'écrasante majorité des Israéliens n'en veulent pas. Et les Palestiniens, c'est moins écrasant, mais enfin très net, 60-70% n'en veulent pas non plus. On ne va quand même pas leur imposer une solution binationale. Deuxièmement, c'est un problème de logique politique. L'État palestinien aux côtés d'Israël ne signifie pas la fin du projet sioniste. Il restera un État d'Israël qui, tant que ses citoyens le voudront, sera un État juif ou juif et démocratique, peu importe les formules. En revanche, un État binational, c'est la fin du projet de Herzl d'un État juif ou d'un État des Juifs ou d'un État, comme dit maintenant Netanyahou, du peuple juif. On est toujours dans la surenchère. Par quel miracle est-ce que ce que l'OLP et ses alliés de plus en plus nombreux n'ont pas obtenu depuis 1974, un État à côté d'Israël, ils pourraient non seulement l'obtenir, mais obtenir un État binational qui, lui, est la fin du projet sioniste. Quel rapport de force? Troisièmement, si le rapport de force n'existe pas, alors est-ce que l'État binational dont on nous parle ne risque pas d'être l'État d'aujourd'hui, c'est-à-dire un grand Israël, où, qu'on le veuille ou non, les uns ont tous les droits, les Israéliens, je veux dire les Juifs israéliens, et les autres, les Palestiniens, aucun. Parce que d'ici là, évidemment, M. Lieberman aura mis en route son projet qui consiste à priver les Palestiniens d'Israël de leur droit de vote, de leur représentation politique, comme minorité nationale israélienne. Alors là, pour le coup, ce serait un État d'apartheid. J'ajoute un quatrième argument, à mon avis très important. Si on disait à la communauté internationale, qui au bout de toutes ces décennies a fini par reconnaître massivement, 166 à 5, que les Palestiniens ont droit à leur État, on leur dit, excusez-nous, on a changé d'avis. Nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est un État binational. La communauté internationale, dont la principale caractéristique est la lâcheté, en général et sur cette question en particulier, elle aura beau jeu de dire, ah ben, formidable, ça ne nous concerne plus. C'est plus un conflit international, c'est un problème intérieur. Débrouillez-vous. Si c'est ça qu'on veut, alors il faut bien réfléchir, parce que moi j'ai connu 1967 et la suite, où le mot même de Palestine était inconnu. En 67 et ensuite, on ne parlait que de problèmes de réfugiés. Conformément d'ailleurs à la résolution 242 du 22 novembre 67 du Conseil de sécurité qui disait « problème de réfugiés ». Donc vous voyez, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. De toute évidence, à mon avis, c'est un débat légitime. Mais le plus urgent, c'est que s'il reste une petite chance d'obtenir satisfaction partielle des droits inaliénables du peuple palestinien à son État, il faut aller jusqu'au bout de cette stratégie. Quitte ensuite, si elle n'aboutit pas, à se poser cette question. Et je crois que c'est comme ça que les Palestiniens pensent ce débat. Et je pense que, pour des raisons évidentes, c'est comme ça que nous devons aussi le penser. C'est une question extrêmement importante. Je l'ai dit tout à l'heure, notre problème, pas seulement en France, dans le monde entier, c'est de concrétiser politiquement le nouveau rapport de force qui s'est créé au fil des années, mais notamment depuis le massacre de Gaza, et qui est un rapport de force qui voit la majorité des opinions, y compris en Occident, en Europe, aux États-Unis, au Canada, non seulement se prononcer pour un État palestinien aux côtés d'Israël, ça c'est pas tout à fait nouveau, mais exprimer le souhait qu'on punisse le refus d'Israël d'appliquer le droit international. Je crois que l'idée de la campagne boycott des investissements sanctions est une bonne idée, parce qu'elle permet à n'importe quel citoyen, à vous, à moi,
quiconque le souhaite, de se faire entendre lui-même, de dire dans son grand magasin, ce produit est un produit des colonies israéliennes de Cisjordanie, il est illégal, la Cour européenne de justice a confirmé qu'il n'avait rien à faire sur le marché de l'Union européenne, donc nous vous demandons de le retirer. Le même citoyen, vous, moi, n'importe qui, peut aller à sa banque et dire, écoutez, vous êtes bien gentil, on a le choix entre les banques en France et ailleurs, nous ne sommes pas contents que votre banque, ma banque, investisse dans les colonies. Ça marche. Comme vous le savez, je suis très fier parce que c'est aussi ma banque, je vous le dis au passage, la BNP, après bien d'autres banques, notamment dans les pays nordiques, a annoncé qu'elle se retirait des colonies juives de Cisjordanie. Et je pense que les protestations qu'on a entendues un peu partout ne sont pas étrangères à cette décision, y compris les miennes, à mon modeste niveau. Quand les fonds souverains, qui sont quand même les grands acteurs du marché financier mondial, en crise, décident de se retirer des colonies, c'est très important. C'est vrai du fonds souverain norvégien, un des plus riches du monde, c'est vrai des fonds souverains de plusieurs pays de l'Europe du Nord, ça commence à être vrai ailleurs, on aimerait que ce soit vrai aussi, je vous le dis au passage, des fonds souverains des pays arabes, notamment du Golfe, dont on peut se demander pourquoi eux continuent à avoir des rapports presque incestueux avec un certain nombre d'activités dont on sait, nous en tout cas, qu'elles servent la colonisation, indirectement bien sûr. Bref, tout ça pèse sur Israël. J'ai lu un sondage récemment très intéressant. Plus du tiers des patrons israéliens s'inquiètent du boycott et du désinvestissement qui affectent directement ou indirectement leurs entreprises. Et dans BDS, j'ajoute qu'il y a sanctions. Sanctions, c'est notamment la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, dont vous savez, comme moi, qu'il représente un tiers du commerce extérieur israélien. Or, cette suspension n'est pas une lubie, c'est l'article 2, qui déclare que les parties signataires doivent respecter le droit international et les droits de l'homme. De toute évidence, ce n'est pas le cas de l'actuel gouvernement israélien, donc il y a matière à suspension. Vous imaginez, passez-moi l'expression, c'est une bombe atomique. Une bombe atomique. Un tiers du commerce israélien dépendant de cet accord avec l'Union européenne, si l'accord est suspendu, croyez-moi, le gouvernement israélien y regardera à deux fois et sera nécessairement amené à bouger. Alors après, certains disent non, il ne faut pas boycotter seulement les colonies, il faut boycotter Israël. C'est un débat. Je ne pense pas qu'il y ait illégitimité absolue du fait de boycotter la politique d'un État à travers ses produits. Après tout, on l'a fait du temps de l'Afrique du Sud. On l'a fait dans d'autres circonstances. Je me souviens de certains proposant de boycotter la Chine à cause du Tibet, ou de boycotter la Russie à cause de la guerre sanglante en Tchétchénie. C'est un débat ouvert. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il soit mené, chacun faisant comme il l'entend. Moi, je suis un partisan du boycott des produits des colonies, parce que c'est ça le centre de la question, la décolonisation de la Palestine, et d'ailleurs aussi d'Israël, au sens où l'État d'Israël doit changer pour profiter de la décolonisation, comme les Palestiniens en profiteront pour bâtir leur propre État. Elle ne me pose pas de problème particulier. Je trouve qu'il faut évidemment faire attention aux mots. Les mots ont un sens. Si j'en juge comme historien, et d'ailleurs on a dans le livre dont je vous parlais un excellent chapitre de Leila Farsak, qui est une spécialiste de l'Afrique du Sud, et qui fait cette comparaison entre la situation sud-africaine et la situation israélo-palestinienne d'aujourd'hui, il y a des points communs, il y a des points de dissemblance. La dissemblance principale, mais ça, je veux dire, c'est pas un hasard si les Palestiniens, et notamment ceux d'Israël, n'utilisent pas ce terme, c'est que l'objectif n'est pas le même. L'objectif des dirigeants sud-africains blancs, du régime d'apartheid, c'était d'exploiter la main-d'œuvre noire
sans jamais reconnaître de droits civiques, de droits politiques, non pas une minorité, mais une majorité noire de la population sud-africaine. Parlez avec n'importe quel dirigeant palestinien, aussi bien d'ailleurs de Cisjordanie que d'Israël, il vous dira, mais on aimerait bien, nous, que leur but, ce soit de nous exploiter. Non, leur but, c'est de nous expulser. Ils l'ont fait en 47-49, 800 à 900 000 Palestiniens ont perdu leur patrie, leurs biens, leurs terres, et se sont retrouvés réfugiés. Ils l'ont fait en 67, il y a eu à nouveau 300 à 400 000 Palestiniens qui ont été expulsés, et comme vous le savez, un homme comme Avigdor Lieberman, son rêve, c'est dans un premier temps de priver les Palestiniens d'Israël de leur citoyenneté, et dans un deuxième temps, de les transférer, comme on dit en langage policé, soit physiquement, mais c'est guère possible, soit administrativement, en cédant à un futur Bantoustan palestinien, si je file la comparaison avec l'apartheid, une partie de la population palestinienne d'Israël, et donc évidemment en faisant en sorte qu'elle ne soit plus citoyenne d'Israël. Ce qui m'amène au fond à ce qui pour moi est le critère de différence. Je crois qu'il est indiscutable qu'il y a apartheid en Cisjordanie, puisqu'une population, celle des colons juifs, a l'ensemble des droits, et que l'autre, la population palestinienne occupée, n'en a aucun, ni politique, ni même de déplacement, de mouvement, de contrôle de sa terre, de ses sources d'eau, de sa possibilité de vie quotidienne, normale, sans ingérence, attaque, assassinat, pardon, exécution ciblée, etc., etc. Il y a apartheid en Cisjordanie. C'est l'apartheid du système d'occupation et de colonisation. À mon avis, en Israël, c'est plus difficile d'utiliser ce terme parce que les Palestiniens, jusqu'à ce que Avigdor Lieberman aille au bout de son projet, et ça n'est pas fait, les Palestiniens ont le droit de vote, ont leur parti politique, sont représentés à la Knesset. Il y a 10 députés arabes ou membres du Parti communiste favorable à l'autodétermination palestinienne au sein de l'Assemblée israélienne. Si les Noirs d'Afrique du Sud avaient eu le droit de vote, je ne sais pas si on aurait utilisé le terme d'apartheid. Mais en tout cas, c'est un débat qui, en lui-même, ne me gêne pas. Je dis simplement que ce sont des débats légitimes, qui méritent d'être menés, avec sang-froid, avec raison, sans passion, et qui ne me posent pas de problème comme débat. Sauf, et j'y insiste, si ce ne sont pas des débats sincères. Si derrière la question d'un État, deux États, derrière la question de l'interprétation de BDS, derrière le débat autour de l'apartheid, ce qui est en jeu, c'est de nous vendre clandestinement, sans le dire, sans l'avouer, une stratégie qui serait non plus celle de la recherche d'une solution pacifique, fondée sur le droit international, tenant compte de l'ensemble des résolutions de l'ONU, ce qui aujourd'hui se traduit concrètement par la création et la reconnaissance d'un État palestinien à l'intérieur des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, avec le démantèlement des colonies, avec une solution juste du problème des réfugiés sur la base de la résolution du 11 décembre 1948, qui prévoit le droit au retour ou à compensation. Si ce qu'on veut nous vendre, c'est l'éradication de l'État d'Israël, alors je dis stop. Là, on n'est plus dans le débat sincère sur des points précis qui méritent débat, et un débat, je répète, serein. On est dans ce que j'appellerais volontiers de la contrebande. Mais c'est une contrebande qui, à mon avis, pose deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que c'est une stratégie absurde. Et le deuxième, c'est que c'est une stratégie suicidaire. Absurde pourquoi? Parce qu'Israël existe depuis plus de 60 ans. Il y a 7 millions et quelques de personnes qui y vivent. Et ça n'est plus la première, la deuxième, la troisième. Si on remonte loin dans le temps,
Il y a des générations qui se sont installées là. Les Palestiniens, ceux du moins qui ont réussi à échapper à l'expulsion, à la Nakba de 1947-1949, et les Juifs qui s'y sont installés par immigration successive, et à qui on ne peut pas dire aujourd'hui allez-vous-en. Ils sont là, ce sont des jeunes de votre âge, et pas du mien, du mien il y a d'autres habitants, qui ont la sensation qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas à être ailleurs. Et dont il n'est pas évident qu'on puisse non seulement moralement, mais politiquement, concrètement, pragmatiquement, leur offrir de partir. Partir où? Où vont aller des juifs irakiens, des juifs marocains, des juifs algériens, des juifs, on peut toujours se dire, les juifs européens repartiront en Europe, mais qu'est-ce qu'ont à voir des jeunes Israéliens d'aujourd'hui avec les pays d'origine de leurs parents, leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, pour ne pas remonter plus loin? Donc vous voyez bien, il y a quelque chose d'absurde à faire comme si Israël n'existait pas. Deuxièmement, suicidaire. Parce que je me réjouissais tout à l'heure, et je pense que c'est très important, du fait qu'aujourd'hui un problème qui en 1967 était considéré par les Français comme un problème de réfugiés est devenu un problème national, et que 70% de nos compatriotes pensent qu'il faut le résoudre en créant et en reconnaissant un État palestinien aux côtés d'Israël, c'est un acquis énorme pour tous les amis, non seulement de la Palestine, mais aussi des intérêts bien compris des Juifs israéliens. C'est l'intérêt des Palestiniens comme des Juifs israéliens de trouver une solution de ce type, si elle est encore possible. Mais la même proportion de Français, au moins, est attachée à l'existence de l'État d'Israël. Il faut ne rien connaître à l'histoire de France. Je veux dire à l'histoire lumineuse du premier pays au monde qui a donné l'égalité des droits aux Juifs avec la Révolution française. Ne rien connaître aux pages sombres, l'affaire Dreyfus, le génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui n'était pas seulement un génocide allemand. C'est l'État français, comme Chirac l'a reconnu et grâce lui soit rendue en 1995, c'est l'État français qui a collaboré au crime qui a été l'extermination de 76 000 juifs, français c'est beaucoup dire, juifs vivant en France, parce qu'on sait bien que ce sont les juifs étrangers qui ont été les principales victimes du génocide en France. Il faut savoir que ça a existé. Et que donc, l'idée de dire tranquillement à nos compatriotes, ben écoutez, on va créer la Palestine et on va détruire Israël, ça signifie en clair l'isolement, la division et le suicide du mouvement de solidarité. Donc, oui, absolument, débattons un État, deux États. Débattons comment mener la campagne boycott, investissement, sanctions. Débattons apartheid, pas apartheid. Mais pas avec l'arrière-pensée qu'il serait possible et utile de mettre en avant une stratégie d'éradication de l'État d'Israël au Proche-Orient. Je le répète, c'est la fin, si on suivait les quelques-uns qui ont peut-être cette idée dans la tête, c'est la fin du mouvement de solidarité.